Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler d'un roman. Je vais vous présenter un roman qu'on peut qualifier de fantastique. C'est un auteur de roman extrêmement connu. Pas besoin de faire durer le suspense plus longtemps. Il va s'agir d'un roman de Stephen King. Alors je ne sais plus si c'est son dernier livre ou son avant-dernier. Je me demande si c'est pas son dernier, mais peut-être qu'il y en a un qui est sorti là ces derniers temps. En tout cas, celui-ci il a été mis dans les magasins en 2023. Et donc, ce livre, il s'agit de Contes de fées. Voilà. Donc, c'est un gros pavé, de près de, pas loin de 750 pages ou un truc comme ça, à peu près, je crois. Un très gros livre. Donc, je l'ai en grand format, avec une jolie couverture texturée. C'est toujours sympa, ce genre de couverture, une belle couverture texturée. Et la couverture a son importance, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas lu un Stephen King. Ça fait même très 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 longtemps que je n'ai pas lu un Stephen King. J'ai pas mal lu Stephen King il y a de nombreuses années. Je pourrais presque dire que ça fait peut-être une petite décennie, peut-être, que j'ai pas lu un Stephen King. J'ai pas suivi sa carrière dans les années 2010-2020 en fait, ou très très peu. Très très peu. J'ai vu des livres, on m'a parlé de livres autour de moi, pas forcément bien d'ailleurs, comme pas mal de critiques en fait, qui trouvent à redire finalement dans les derniers livres de Stephen King, en tout cas ces livres de ces 10 dernières années. Et c'est vrai que c'est un auteur qui a été véritablement comment dit-on, majeur dans l'œuvre du fantastique, parce que c'est pas pour rien si on le qualifie aujourd'hui du maître de l'horreur. Il a une production incroyable et il a fait énormément de romans. Il y a beaucoup de romans de Stephen King que j'ai véritablement aimé. Ses grandes œuvres, Cujo, c'était vraiment excellent. Charlie, par exemple, c'est aussi très très bon. Shining, évidemment, ça c'était aussi un grand roman. J'en oublie, évidemment, il y en a beaucoup. J'ai aimé certaines de ses nouvelles aussi. Par exemple, Danse macabre, un récit de nouvelles que j'aime particulièrement, des nouvelles que je trouve vraiment très réussies. Le Fléau, par exemple, est excellent, c'est un très bon livre, Le Fléau. Ou ça, évidemment, alors ça est excellent aussi, peut-être un peu moins sur la fin, mais la première partie du roman avec les enfants, c'était vraiment vraiment bon. Je me souviens avoir lu les Yeux du dragon dans les années 2000, 84, ouais, plutôt 80, 95 peut-être, non, ça commence vraiment vraiment à dater, un livre qui m'avait fait une bonne impression à l'époque, un livre, alors je prends Les Yeux du dragon comme exemple parce que c'est un livre qui était un peu différent dans l'œuvre de Stephen King. On n'était pas plongé dans l'horreur, comme il peut le faire de temps en temps, ou dans l'angoisse, comme il l'a fait excellemment avec Misery. Misery, le cauchemar de l'écrivain, un écrivain célèbre pris en otage par un fan, enfin une fan en l'occurrence. Excellent Misery, très 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 grand roman. Et donc Les Yeux du dragon, j'en parle parce que quand j'ai lu Contes de fées, évidemment je me suis remémoré Les Yeux du dragon, parce que Les Yeux du dragon était un livre qui allait plutôt sur lui aussi le conte de fées, le récit fantastique, mais tirant sur le conte de fées. Et donc je me suis dit, voilà, ça c'est pas mal, je vais pouvoir aller sur un autre terrain, redécouvrir Stephen King par une œuvre différente, sur un genre que j'avais affectionné à l'époque, quand il s'était attaqué à des contes de fées. Donc voilà, je pars plutôt positif en lisant Contes de fées de Stephen King. Je n'en sais pas grand-chose, j'ai rien lu. J'ai juste vu qu'effectivement, il s'aventurait sur un terrain différent. Le titre parle de lui-même, mais en même temps, il pourrait s'amuser à jouer avec des codes et changer pour autre chose. Conte de fées pourrait vouloir dire autre chose. Eh bien non, on est bien plongé dans ce qu'on pourrait qualifier d'un conte de fées. D'ailleurs, Stephen King, dans ce roman, n'arrête pas de faire des références à tous les contes de fées inimaginables et possibles. Il ratisse très large, il nous parle de plein de contes différents. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet. J'ai lu ce livre, ça a été, je vais vous le dire tout de suite, assez long à lire.
Encore une fois, près de 750 ou 730 pages, je ne sais plus. Et le problème, c'est pas que le livre soit long. Le problème, c'est que je me suis ennuyé pendant pas mal de temps. Alors, le livre ne remporte pas une critique exceptionnelle. Je suis allé vérifier un petit peu sur les sites. J'ai regardé sur Sens Critique, pardon, par exemple, juste pour voir un petit peu. Je crois qu'il a eu 7. Il n'y a pas tant de notation que ça, mais il a eu 7. 7, c'est pas excellent pour un roman de Stephen King avec la réputation qu'il a. Moi, je dis tout de suite que je ne pourrais pas lui mettre une note comme ça. Ce serait bien en dessous. Je note pas les livres, hein, mais là, puisque j'en parle, peut-être que c'est un livre auquel je mettrais 5 sur 10. 6, avec un grand élan de générosité. Alors pourquoi ? Le livre tient sa promesse, c'est-à-dire il tient la promesse de son titre. Donc, conte de fées, et effectivement, c'est un conte. On va suivre un personnage. Je ne vais pas vous révéler, vous inquiétez pas, trop d'intrigues du roman, pour les gens qui voudraient le lire tout de même. On suit un personnage, un jeune homme de 17 ans, c'est un Américain, on est aux États-Unis, et ce jeune homme, qui est un jeune homme plutôt classique, on apprend dès le début du roman qu'il a perdu sa mère relativement jeune, quand il était jeune adolescent, que son père est devenu alcoolique, et en dehors de ça, il a une vie plutôt normale. Il est en terminale, il va bientôt entrer à l'université. C'est un garçon qui est dépeint et caractérisé sommairement. Il fait du sport, comme tous les Américains, pourrait-on dire. Voilà, et il orgne sur des jolies filles, comme les adolescents de son âge. On nous dit pas grand-chose de lui. Ce qui va le caractériser le plus, c'est qu'il a été marqué par l'alcoolisme de son père. On va apprendre très rapidement qu'il a fait une promesse à Dieu, hein, on est aux États-Unis, il a fait une promesse à Dieu que si Dieu le débarrassait son père de l'alcoolisme, eh bien il ferait ce que Dieu voudrait. En tout cas, il attendrait un signe et s'occuperait peut-être des autres. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà le point de départ du roman. Stephen King nous plonge dans des grandes descriptions sur les échanges que ce jeune homme qui s'appelle Charlie a avec son père. Il nous parle de ses relations avec son père, il revient pas mal par des flashbacks sur ce qui est arrivé à sa mère, sur ce qui est arrivé à son père après, donc l'alcoolisme dans lequel il est tombé. On a ça pendant 150 pages, et c'est très long. C'est beaucoup trop long. Le personnage est caractérisé, mais il en rajoute vraiment beaucoup sur les échanges avec son père, qui somme toute ne sont pas vraiment intéressants. Beaucoup moins de pages auraient amplement suffi pour raconter quelque chose d'intéressant et de plus précis. Et je pourrais dire ça sur l'ensemble du livre. Le livre fait 720-750 pages, on aurait pu le réduire à 400 pages. J'ai lu ça dans plein de commentaires, et je pense exactement la même chose. On aurait pu le réduire à 400 pages, ça aurait été parfait. C'était tout aussi bien. Alors je comprends bien en fait, Stephen King, c'est pas la première fois qu'il nous parle de problèmes d'alcool avec des personnages, c'est un thème qu'il a déjà utilisé dans plusieurs livres. Je crois bien qu'il a déjà parlé que dans sa vie privée il a été confronté à ce genre de soucis. Alors évidemment il traîne les fantômes d'un écrivain, et là il resserre ça dans son roman. Le problème, c'est qu'on a un peu l'impression qu'il nous resserre la soupe, et que là, la soupe est un peu tiède. Et donc, cette histoire d'alcoolisme avec son père, elle ne nous amène pas grand-chose. D'autant plus que, franchement, il ne se passe rien de grave entre le père et le fils suite à ces problèmes d'alcoolisme. Donc, finalement, on a l'impression, en tout cas c'est comme ça que je l'ai senti, que ça ne sert pas à grand chose. Voilà, c'est ça qui est un petit peu embêtant dans cette histoire-là. Donc voilà, il va nous plonger dans une aventure, malgré tout. Le jeune homme en question, Charlie, va rencontrer un vieillard. Le vieillard va l'intriguer, il a une vieille maison, le vieillard a un chien, un berger allemand, une chienne assez âgée, et il ne se passe rien de particulièrement bizarre.
n'y a rien de fantastique, il n'y a rien de particulièrement étrange, mais le garçon va être intrigué par la personnalité un peu rustre du vieux monsieur, un peu bougon, un peu solitaire. Il va se prendre d'affection pour ce vieux chien, et il va être intrigué par cette vieille maison ancienne, mais c'est tout, en réalité. Évidemment, nous, en tant que lecteurs, on s'attend à quelque chose. On sait qu'il y a un conte de fées, et on le sait d'autant plus qu'il y a énormément de références, comme je le disais tout à l'heure, dans le livre. Donc on s'attend à un moment donné à ce qu'il se passe quelque chose. Et en réalité, le problème, c'est qu'on voit venir, gros comme une maison, qu'il y a une intrigue autour du chien et du personnage du vieux monsieur. Howard, alors j'avais noté son nom, je me souviens plus. Howard Bowditch, Bowditch il s'appelle. Et donc ce monsieur Bowditch, il y a une intrigue autour de lui, on le comprend. On comprend également extrêmement rapidement que ce monsieur cache quelque chose. Je vais faire du spoil, mais en fait, je vous dévoile quelque chose qu'on sait à la 100e ou 110e page, je ne sais plus exactement. Et je vais essayer de vous montrer quelques extraits, enfin pas extraits, mais des choses que j'ai notées dans le livre. Et en fait, on comprend que ce personnage cache quelque chose. Et nous, on le sait en tant que lecteur. Il y a franchement quelqu'un qui me dirait ah ben non, je l'ai pas vu venir, je ne sais pas, je ne comprendrais pas. Stephen King, est-ce qu'il a voulu le cacher? J'en sais rien. J'imagine qu'il a voulu quand même laisser un certain suspense. Bon, pour moi, ça n'a pas pris. Je n'ai pas eu de suspense sur l'intrigue, comment elle allait naître et comment elle allait se dérouler ensuite. On a un cabanon mystérieux sur le terrain de la maison du vieux monsieur. On nous en parle plusieurs fois. On sait évidemment qu'il va y avoir quelque chose dans le cabanon. D'autant plus que le garçon entend des bruits bizarres dès le début dans le cabanon qui est fermé à clé. Bon, là, c'est des ficelles gigantesques. Pour moi, ça va pas. Alors, je comprends que Stephen King ait voulu faire un conte de fées, finalement. C'est ça que je comprends trop bien. C'est que, en fait, il a fait un conte de fées dans lequel on ne se pose pas énormément de questions, et a fortiori, puisque le récit, c'est important à dire, est écrit à la première personne. Donc c'est le personnage de Charlie qui va nous raconter sa vie, qui va nous raconter en tout cas cette aventure particulière. Alors par quel biais il nous la raconte? Ça n'est pas dit, hein. Ça n'est même pas dit en conclusion. En fait, il s'adresse au lecteur, mais pas par le biais de l'écriture d'un roman, ou de l'écriture d'un livre, ou d'une lettre, ou de ses mémoires. Non, il s'adresse au lecteur comme ça, sans raison particulière. Déjà, pour moi, ça décrédibilise un petit peu le propos, mais la première personne, il faut que ça amène quelque chose. Et là, pour moi, ça dessert le roman, parce que Charlie nous parle de son aventure dans un monde fantastique, dans lequel il va être plongé, qui a du mal à arriver. Hein. Ce monde fantastique arrive pas avant peut-être la 200e ou 250e page. C'est quand même pas mal. Hein. À noter, ça représente quand même ça sur le roman. Donc il faut attendre un bon tiers du roman pour se dire ah ça y est, on a accès à un monde différent. Pourquoi pas, si tout ce qui était avant était passionnant, mais pour moi ça ne l'est pas. En tout cas, c'est intéressant, mais c'est beaucoup trop long. Et c'est beaucoup trop banal aussi. Et donc, du coup, ce récit à la première personne, pour moi, il va desservir l'aventure parce qu'on ne va pas s'inquiéter une seule seconde de ce qui va advenir finalement de Charlie. Alors Charlie, il est avec son chien, donc c'est la chienne berger allemand. Donc on peut s'inquiéter un petit peu pour le chien si on veut. D'ailleurs, c'est voulu, hein. Une grosse partie du récit, au moins jusqu'à la moitié, nous emmène dans une inquiétude à propos du chien. Je vous en dirai pas plus si jamais vous voulez le lire encore une fois. Donc ça tourne sur des sentiments autour du chien. Charlie, on peut pas s'inquiéter pour lui, le protagoniste, parce que on sait qu'il lui arrivera rien, il nous raconte son histoire et il nous dit qu'il va nous donner tous les détails. J'insiste, hein. On sait qu'il ne lui arrivera strictement rien. Or, Stephen King va s'affairer dans le roman à faire vivre des aventures dangereuses
extrêmement dangereuse, hein, à son personnage principal. Il va rencontrer ce qu'on peut qualifier de monstres, il va rencontrer des géants un peu cannibales, il y a un véritable danger, il y a une sorte de malédiction qui pèse, mais on sait très bien que lui, il ne lui arrivera rien du tout. Donc ça, c'est sacrément embêtant quand même. Bon, il y a des personnages annexes autour, évidemment. Il va rencontrer d'autres personnages qui vont se greffer à l'aventure. Moi, je pourrais dire, alors les personnages arrivent vers la 400e page, peut-être même un peu plus, et j'aurais tendance à dire qu'on ne s'attache pas vraiment à ces personnages. Globalement, hein. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui ressortent, mais on a une poignée d'une dizaine, une douzaine de personnages, peut-être un peu plus d'ailleurs. Et puis finalement, ces gens ne sont pas très très caractérisés, pour la plupart d'entre eux. Et surtout, il n'y a pas vraiment d'accroche, on ne s'y intéresse pas énormément. Alors il y a ce qu'on pourrait appeler un début d'histoire d'amour qui va planer sur le roman, qui va pas nous passionner plus que ça, mais je vous en dis pas plus. Et en fait, les aventures du personnage dans ce monde de contes de fées sont à la fois trop prévisibles et encore une fois sans véritable enjeu, puisque on se doute que le personnage, lui, se sort bien de cette affaire. Et comme il se sort bien de cette affaire, on en déduit que globalement, le monde dans lequel est plongé le personnage de Charlie, et qui lui a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, va plutôt bien s'en sortir. Bon, je ne vous dis pas plus, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'inquiétude. Moi, j'ai trouvé que toutes ces mésaventures sentaient le réchauffer. En réalité, Stephen King a employé énormément de codes des contes de fées. Alors, il écrit un conte de fées et nous le lit dans le titre. C'est vrai. C'est pas une raison pour trop s'inspirer de tout ce qui existe. Et d'autant plus qu'il le fait plutôt ouvertement, parce que le livre est bourré de références à des contes de fées. Il en parle énormément. Il parle même d'ailleurs de Lovecraft. On sent évidemment que Stephen King est un admirateur de Lovecraft. D'ailleurs, en dédicace, il en parle sur son livre. Il fait une dédicace, il explique en pensant à HPL. HPL, c'est Howard Philip Lovecraft, évidemment. Moi qui suis un admirateur de Lovecraft, tout de suite ça fait tilt, j'ai pensé. Et Stephen King parle de Lovecraft à plusieurs reprises dans son roman pour faire des évocations, faire quelques références, sauf que à certains moments, il a voulu faire des références à Lovecraft. Vraiment, hein. Il y a même une référence à Cthulhu, la créature de Lovecraft. Sauf que là, pour le coup, là, je suis désolé, c'est assez cinglant, mais puis ça n'arrive pas du tout à la cheville de Lovecraft. Les références qu'il a voulu employer et le ton qu'il a voulu donner, là, on n'est pas dans Lovecraft. Lovecraft, c'est du grand art, c'est sublime, c'est extraordinaire. Là, non, c'est juste moyen. Donc, non seulement c'est moyen, et en plus, il utilise des références ouvertement à Lovecraft. Alors oui, c'est un hommage, d'accord, c'est un hommage, mais un hommage, ça ne fait pas forcément un bon roman pour autant. Alors évidemment, j'ai terminé le livre, hein. Je vous assure, je l'ai lu entièrement, sauf qu'à plusieurs reprises, ça m'est arrivé, ça m'arrive pas souvent, ou alors j'arrête la lecture. J'avais envie de passer, en fait. Je me suis dit à plusieurs reprises, c'est long, j'en ai un peu marre de ce qu'il raconte. Beaucoup de blabla, beaucoup de choses que j'avais anticipées, que j'avais prévues, beaucoup de choses qui sont pas forcément passionnantes, et j'ai eu envie de passer. Mais je ne l'ai pas fait, je vous garantis, j'ai tout lu, j'ai même pas passé de phrase, j'ai vraiment tout lu, pour aller jusqu'au bout et pas louper d'informations et voir si mon analyse serait la même jusqu'à la fin du roman. Et globalement, voilà, tout ce que je vous dis, je l'ai pensé tout au long du roman, rapidement. Cette manière de faire traîner les choses, cette manière de décrire certains événements d'une manière beaucoup trop longue. Alors, Stephen King aime les descriptions. Moi aussi, hein, c'est pas la question. Hein. J'aime les descriptions quand elles apportent quelque chose d'intéressant. À un moment donné du roman, le personnage de Charlie, il est avec son chien et il est perdu dans une cité en ruine. Je vous dis pas plus. Il doit aller d'un point A à un point B. Il n'a même pas véritablement d'obstacles aventureux
quelque chose de capital qui pourrait lui tomber dessus à ce moment-là. Non, c'est une progression de A à B, et je vous assure que c'est interminable. C'est interminable. C'est beaucoup trop long, ça dure des dizaines de pages pour rien. Ça aurait pu être évidemment condensé, ça aurait dynamisé le récit, il n'y a pas d'enjeu à ce moment-là, et finalement, là, de mon point de vue, c'est raté. L'intrigue générale, je parlais d'une épée de Damoclès tout à l'heure sur l'autre monde, qui va rejoindre l'intrigue générale. Elle n'est pas inintéressante, c'est pour ça que j'ai terminé le livre. On se laisse prendre par certains éléments de l'intrigue, qui sont intéressants, mais évidemment, on les a déjà tous vus dans les récits de contes de fées. On les a tellement tous vus que Stephen King utilise même des éléments qu'il reproduit quasiment comme un calque sur son propre récit. Là, je fais un spoil, hein, donc l'écoutez pas si vous voulez pas, ça va durer 30 secondes. À la fin du récit, du roman, pour se débarrasser d'un protagoniste, eh bien, Stephen King utilise exactement le même ressort scénaristique, la même conclusion que dans un conte des frères Grimm avec un nain, dont il faut se débarrasser. Ressort scénaristique d'ailleurs, finalement extrêmement fréquent, puisque lui-même il est issu des contes anciens qui sont vieux de 1000 ou 2000 ans. J'avais fait la présentation d'un livre sur les nains de Claude Lecouteux qui était passionnant, et il y a un élément récurrent quand on veut se débarrasser d'un nain, c'est qu'il faut l'appeler par son nom, et souvent les nains essayent de cacher leur nom. Et là, on a exactement la même chose avec en fait le roman de Stephen King, voilà, et avec cet élément capital. Fin de spoil. Donc voilà. Donc tout ça est un peu embêtant. Tout ça est un peu embêtant. Tout ça est déjà vu et revu et prévisible, et c'est un peu agaçant. Donc le roman se termine et on se dit, comme on me l'a dit aussi, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Bon, on n'est même pas forcément en accord avec la fin du roman. Ça se finit d'une manière trop facile, et la suite, les quelques pages qui suivent, on se dit oh non, tout ça pour ça, c'est vraiment banal. J'aurais l'impression qu'il aurait pu vouloir faire un livre pour des enfants, pour des jeunes adolescents. Le problème, c'est que ce qu'il nous donne à lire à partir des 2/3 du roman nous fait penser le contraire. Il y a des combats horribles entre certaines personnes, des mutilations, des gens, oui, on peut dire ça, des mutilations. Il y a des choses assez horribles, des gens à qui on écrase la tête, enfin bon, qui explosent. Et tout ça, c'est pas pour des enfants. Donc non, il a bien voulu écrire pour des adultes. Donc il s'est dit, je vais donner aux adultes, presque aux adolescents, du conte de fées, mais je vais y mettre des éléments horribles, parce que je suis quand même Stephen King, le maître de l'horreur. Et sans doute qu'ils attendent également ça. Alors ceux qui voudraient ça, bon bah pour eux c'est réussi. Mais il ne faut pas être difficile sur tout ce que j'ai évoqué avant. Alors d'autant plus qu'il y a quand même quelques petits éléments qui ne me vont pas du tout, au-delà du récit. Alors il y a le récit, mais il y a des éléments qui viennent se greffer. Premier élément, ça tient à la couverture, j'en parlais tout à l'heure. Cette couverture est un spoil à elle entière. Je ne le dis pas pour les gens qui le liront. Obligatoirement, ils comprendront tout de suite. C'est évident. La couverture est du spoil. Et il n'y a pas que la couverture qui est du spoil. Il y en a également par un autre biais, visuel également. Le livre a eu la bonne idée, c'est sympa, de mettre des gravures au début de chaque chapitre. Donc on a une gravure, par exemple, au début de chaque chapitre. Et cette gravure, c'est du spoil. Voilà, ça nous dévoile ce qu'on va avoir une dizaine de pages après. Bon, là, je suis désolé. Moi, j'ai pas envie, en début de chapitre, d'avoir quelque chose qui me dévoile l'intrigue de ce que je vais lire après. Là c'est pas possible. Là, c'est inacceptable. Qu'il y ait des gravures, c'est génial. Mais il faut qu'elles soient mises au bon endroit. Il fallait faire autre chose en début de chapitre et mettre les gravures plus tard. Parce que je ne vais pas vous les montrer toutes, hein. Moi, j'ai fini après, donc en voilà une autre. Moi j'ai fini après par les cacher avec ma main pour éventuellement ne pas être spoilé et pas avoir des révélations que je ne veux pas avoir au moment où j'ouvre ma page. Donc ça c'est vraiment embêtant.
Autre chose, un peu embêtante à mon avis, c'est que Stephen King donne parfois son avis sur des éléments de société, on va dire, mais qui sont totalement hors propos. Mais alors, hors propos. Ce sont des éléments qui tombent comme un cheveu sur la soupe. Alors, je vais vous en donner un exemple. En fait, j'en ai noté plusieurs, mais là, j'en ai un seul, ça suffira bien pour illustrer. Donc là, on a une discussion avec Charlie et un autre protagoniste. Je ne vous dis rien, hein, je vais vous contextualiser ça avec quelques lignes de dialogue. La partie intéressante, ce sera à la fin de ma citation. Donc vous allez comprendre. Donc là, ce sont les pensées de Charlie. Je songeais aux empoisonnements collectifs survenus à Johnston, en misant sur le fait que la même chose s'était produite à Ulum. Ça peut paraître sordide, mais j'étais quasiment certain de jouer ma vie dans cette jolie pièce bien éclairée. J'en étais même persuadé. Maintenant, ce sont des dialogues. Oui, je m'en doute. Ils ont essayé d'exorciser le gris grâce à la prière. Et comme ça n'a pas marché... Pourquoi souris-tu? Tu as trouvé ça amusant? Je ne pouvais pas lui expliquer qu'il y avait dans mon monde, beaucoup plus éloigné qu'Ulum, j'étais prêt à le parier, des chrétiens fondamentalistes persuadés qu'ils pouvaient éradiquer les homosexuels par la prière. Alors voilà, là, fin de citation, donc on a un bon exemple d'un avis sociétal qui arrive, comme je le disais, comme un cheveu sur la soupe. Ça n'a aucun sens, ça n'a rien à faire là, et en réalité, on a vraiment ça à plein d'endroits du roman. J'ai été gentil, l'exemple que je cite, c'est le plus excusable, parce que on vient de parler d'un événement dont je ne vous parle pas, qui a un très 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 vague rapport, mais en réalité, il y a d'autres exemples qui n'ont aucun rapport. La critique sociétale de Stephen King arrive, on a l'impression que notre ami King, il a un cahier des charges et qu'il se dit bon voilà il faut que je parle de ceci, de cela. Alors un coup ça va être d'antiracisme, un coup ça va être de chrétiens fondamentalistes, après je vais parler de Trump et il faut que je donne mon avis, il faut que je fasse la leçon et ce sera rempli et mon travail, ma charge sera remplie, le travail aura été accompli. Bon, c'est quand même dommage parce que je ne vais pas reprocher à Stephen King d'avoir des avis sociétaux et politiques, loin de là, c'est normal, c'est un écrivain, c'est parfait. Je ne lui reproche pas non plus de taper sur les fondamentalistes chrétiens. Encore une fois, ceux qui ne l'auraient pas entendu, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un athée convaincu qui vous le dit. On a assez de problèmes comme ça avec le fondamentalisme musulman en France pour que je ne soutienne pas les fondamentalistes chrétiens aux États-Unis. Évidemment, loin de moi cette idée. Je rejoins Stephen King sur le fond. Je ne le rejoins pas sur la forme. On ne peut pas à tout moment donner un avis comme ça, pour rien, alors que ça n'a pas de sens, uniquement parce qu'il faut remplir des cases. Moi, ça n'engage que moi, j'ai cette sensation que King, il remplit des cases et il se dit voilà, j'ai besoin de dire ça, ça, ça et ça, ça y est, ça a été dit ici, là et là. C'est dommage. Pour moi, ça dessert le roman, qui déjà n'est pas fameux, et ça dessert évidemment les arguments qu'il veut mettre en lumière à ce moment-là. Voilà, je voulais parler de ça, je pense que ça m'a un petit peu gêné, je pense que ça méritait d'être dit quand même, hein. Il faut quand même dire les choses. Autre élément que je voulais évoquer pour terminer, c'est le fait que je trouve que Stephen King, qui est un vieux monsieur maintenant entre guillemets, eh bien, il commence à être un peu largué par son époque. Alors, pas par la technologie, mais par les références qu'il emploie. Alors, à un moment donné, il nous parle d'iPhone, donc c'est très bien. Le roman se passe en 2014. En 2013-2014. Le garçon a 17 ans. Et ce garçon de 17 ans, il nous le caractérise simplement, mais de temps en temps, il nous fait des petites références. Et il nous dit, par exemple, que ce jeune garçon de 17 ans, il a comme référence Abbott et Costello. Alors évidemment, là, je vous vois vous poser des questions. Abbott et Costello, personne ne les connaît. Ce sont deux humoristes américains des années 30 et 40 qui sont complètement oubliés, même aux États-Unis. J'imagine mal un jeune de 17 ans avoir comme référence Abbott et Costello. Il nous aura encore dit, Laurel et Hardy, pourquoi pas? Ils sont un peu plus passés à la postérité, mais alors Abbott et Costello, je n'y crois pas une seule seconde. Ce jeune garçon nous explique plus loin que son film préféré, c'est Ben-Hur. Je veux dire, il a 17 ans, quoi. Son film préféré, c'est Ben-Hur.
il nous est pas présenté comme un cinéphile ou comme un amoureux de la littérature, de la culture, pas du tout, c'est un garçon lambda. D'ailleurs, entre guillemets, c'est un garçon qui, au revenu très modeste, son père n'a pas beaucoup d'argent, ils étaient même au chômage, mais par contre, lui, il a un iPhone. Ça, c'est l'obsession de Stephen King aussi, l'obsession de beaucoup de gens. Il a un iPhone, il n'a pas un smartphone, il a un iPhone. Je doute que tous les Américains pauvres aient un iPhone. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Mais pour rester sur mon propos de déconnexion avec son époque, il nous dit plus loin que ce jeune garçon jouait quand il avait 10 ans avec Skeletor. Donc ça lui rappelle Skeletor des Maîtres de l'Univers. Skeletor en 2006-2007. Donc il jouait avec Skeletor en 2006-2007. Là, je pense que Stephen King est un peu largué. Il prend des références trop anciennes et il les calque sur un personnage de 17 ans, mais il ne s'est pas intéressé à savoir ce qu'un gamin de 17 ans avait fait quand il avait 10-12 ans. Je vous ai cité que celle-ci, mais il y en a plusieurs, hein, des références comme ça. Donc tout ça, vous comprendrez bien que ça ne contribue pas à rendre le roman extraordinaire. Il y a un dernier élément qui pour moi fait sans trop le copier-coller. On va se retrouver confronté à un moment donné à des ennemis morts-vivants qui rayonnent d'une lumière bleue, notamment dans leurs yeux. Ce sont un peu des morts-vivants à la peau tannée. Bon, des morts-vivants à la peau tannée avec les lumières bleues, c'est Game of Thrones. Donc c'est bien d'avoir des références, mais il ne faut peut-être pas non plus faire un cocktail, prendre tout ce qui s'est fait, le mélanger et en faire un roman. Voilà, écoutez, vous aurez compris que j'ai pas été séduit par Contes de Fées. C'est pas un roman qui m'a emballé, loin de là. Je l'ai lu parce que je voulais le terminer. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un Stephen King. Je dis pas que je ne relirai pas de Stephen King. Je vais essayer de voir si dans les 10 dernières années il y en a pas eu un excellent pour me replonger dans un grand King. Mais de toute façon, il y a tellement de bons romans chez Stephen King. Il y en a même, je crois, que je n'ai pas lu. Et évidemment, il y en a plusieurs que je relirai avec plaisir. Donc évidemment, Contes de Fées ne m'a pas séduit, mais bon, c'est comme ça, hein, ça arrive avec n'importe quel écrivain. Voilà, Contes de Fées, écoutez, vous pouvez vous faire une idée. Pour les amoureux de Stephen King, il y en a qui trouvent le roman excellent, il y a des notes excellentes un peu partout, pourquoi pas, mais il faut vraiment être un fan inconditionnel et manquer d'objectivité. Objectivement, le roman n'est pas réussi, à mon avis. Voilà, à bientôt pour un prochain débrief.